plaisir aussi d'accueillir cet après-midi pour le lancement des livres de Michel Loki, le ministre de, j'arrive jamais à dire ça, l'automatisation. L'autonomisation. J'arrive là, jamais je pourrais le dire. Tu vas certainement quitter le ministère avant ou après, mais jamais je pourrais le dire. Pas grave. C'est comme le Wakashu, je n'arrivais jamais à dire à ce moment précis. Je faisais naufrage sur le mot. Alors, je vais dire le ministre des Jeux, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, il faut toujours saluer l'initiative du groupe de Michel Despéville, qui est là présent et dont je salue, qui a voulu donner une dimension culturelle à ces établissements, d'où les nombreuses activités culturelles et littéraires regroupant les deux institutions. Comme vous le savez, le Labourdonnais et le NSI, où on procède depuis plus de 2 ans maintenant à des lancements d'auteurs dont beaucoup de notoriété mondiale, comme de jeunes auteurs qui débutent dans le métier. Je crois que c'est un bon signe d'encouragement pour ceux qui se mettent à écrire, pour ceux qui continuent à écrire. Et j'espère aussi, je le dis à chaque lancement, ceux qui viennent aujourd'hui, n'attendez pas une invitation officielle pour la prochaine fois. Aussitôt que l'annonce paraît sur Facebook, si vous êtes sur la liste de l'hôtel, on vous enverra une invitation, mais sinon, l'annonce tient lieu d'invitation, et c'est bien que, souvent je le dis, que les livres nous permettent de nous rencontrer, de dialoguer, des livres qui créent des passerelles, qui créent des ponts entre les uns et les autres. On ne va pas faire toute une thèse, mais c'est important de le dire. Venons-en quand même à l'auteur. Michel Loki, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2 occasions. Il a participé à une édition de Dimanche Culture. C'est un peu un vase communicant entre NSI et Dimanche Culture. Et il est à son... Il faut dire qu'il mène une retraite tout à fait fertile. Il est à son 10e roman. Il faut le faire. 13e. Je ne voulais pas dire 13, parce que 13, c'est pas très grave. À son 13e roman, il faut dire que quand on passe une retraite à Maurice, quand on choisit de venir à Maurice, à la force des choses aussi, je suppose, parce que son épouse est mauricienne, ben, on peut se permettre d'écrire, d'avoir du temps pour écrire justement. Je n'ai pas lu tous les livres de Michel Loki. Il suffit de dire, je crois que c'est important, je viens de le dire, quand on a passé toute une vie à enseigner, un peu partout, en Belgique, en France, au Congo, on tombe manifestement, quand on lit les romans d'un auteur qui a été enseignant, on tombe sur une belle écriture. Et je crois que c'est très très important. Une belle écriture, il n'y a pas de faute de participe passé en 2 queues. C'est compliqué parfois pour les jeunes. Et là, le ministre de la Jeunesse n'est pas tout concerné, c'est l'éducation d'une manière générale. Quand on arrête d'enseigner la grammaire dans les institutions, forcément, comment va-t-on écrire? Il y a quand même un problème. On ne peut pas se permettre, se targuer, se flatter de pouvoir bien écrire une langue sans connaître les codes de la grammaire. C'est essayer de faire la trigonométrie, ça s'appelle un peu comme ça, sans connaître les théorèmes. Donc il y a manifestement un problème. Là, je parle devant ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont un peu plus âgés, et qui doivent s'étonner comme moi. Comment peut-on apprendre une langue sans grammaire? Peut-être le fait de la nouvelle génération, je peux comprendre qu'on écrit des SMS
Là aussi, ça m'a dépassé. Quand on me dit ça va, on met S-A-V-A. Là, il n'y a pas de problème de phonétique, là. Il n'y a pas de problème de longueur, un mot qu'on rapetisse. On aurait pu mettre C-A au lieu de S-A. Donc, si quelqu'un a une réponse après, je prendrai bien les notes pour que je ne me parte idiot ce soir. J'ai envie de savoir exactement pourquoi on écrit ça va, S-A-V-A. Il y a une petite jeune là, tu vas m'expliquer maintenant. Cela dit, il faut saluer l'initiative, donc, entre autres, de Michel, d'avoir voulu constituer une école de formation de théâtre avec la collaboration de la municipalité, je crois, de Quatre-Bornes. Malheureusement, le projet a avorté quelque peu, mais sans cesse, il faut se remettre à l'ouvrage et essayer autant que possible de faire vivre cette école de théâtre qui pourrait donner à nos jeunes, bien évidemment, l'art du spectacle. Et le théâtre mène à la politique, comme tout le monde le sait. Forcément. Devant un micro, forcément. C'est le théâtre, c'est important. Et on souhaite donc plein de succès à ce projet que Michel a longtemps caressé, et j'espère que ce projet sera concrétisé dans un très proche avenir, d'autant que les autorités, les collectivités locales sont tout à fait d'accord. Cela dit, on va procéder au lancement du livre. Donc j'appelle l'auteur pour quelques mots, et puis le ministre aussi prendra la parole avant que nous allons passer au rituel de la remise du livre à ceux concernés. Michel. Je remercie également le ministre de la Jeunesse et des Sports et sa charmante épouse. Et je vous salue tous d'avoir bien voulu participer au lancement de mes 4 heures aujourd'hui. Tout d'abord, le chouette Joshua. Oui, c'est un titre assez provocateur, hein, je m'en rends compte. C'est pour ça qu'à l'intérieur du livre, j'ai indiqué un petit correctif, qui n'en est pas un d'ailleurs, à tous ceux qui trouvent que le chômage n'est pas chouette. Ce qui est certainement la majorité, quoique. Alors, rien de tel pour avaler une pilule désagréable que de l'enrober de confiture. Et la confiture, c'est l'humour. Et dans le chouette Joshua, il y a beaucoup d'humour. Alors je vais vous le prouver par une petite lecture. Préparez-vous à rire. Une salle de théâtre, vieillotte, poussiéreuse. À l'avant, un homme debout sur une chaise, un nœud autour du cou. Il soliloque. Un grand coup de pied. Un grand coup de pied dans le dossier et c'est fini. Je l'ai lu quelque part. La trachée qui se bloque. La respiration aussi, la nuque qui se casse. Le mur devant soi qui se lézarde, le noir. J'oserai, je n'oserai pas, j'oserai. Ils verront de quoi je suis capable. On voit la chaise vaciller. David s'agrippe à la corde au-dessus du nœud et grimace. Devient cramoisi et avec un long gémissement se dégage et saute. Foutue chaise. Ça ne rit pas beaucoup. Je comprends, mais vous allez rire probablement, ou sourire en tout cas.
pour trouver ces pages. David arpente la scène. À quoi pense-t-il? Que fait-il dans cette salle de théâtre? Il interrompt sa marche, il aperçut du bruit à l'entrée. Apparaît un petit homme, front fouillant, lèvres et nez épais, menton effacé, un néandertalien fringué 20e. Il court, un dossier sous le bras. Il est suivi d'un caméraman, maigre et tout sautant, d'une jeune fille en robe de mariée et d'un preneur de son, un géant harnaché comme un dromadaire. La scène est dans l'obscurité. Le petit homme, sachant metteur en scène, s'écrie. « Il y a quelqu'un? Oui, ici. Désolé de vous avoir fait attendre. On vous a expliqué? Quoi? Ce que vous devez dire? Non. Montez sur la chaise. David s'exécute. Bon, cet après-midi, c'est une publicité télévisée pour la bijouterie de Coup du Toit. Très grosse maison à Bruxelles, 10 succursales en province, 15 secondes de pub, allez-y. Ce que je dois dire. Pardon, suis-je bête? Il fouille dans ses poches et sort un bout de papier qu'il déplie, il lit. Avant de lui mettre la corde au cou, venez nous conseiller, bijouterie de Coup du Toit. C'est rigolo, non? Vous ne semblez pas convaincu. David fait l'amour. Voilà. Donc c'est d'abord une mise en abîme, comme on dit dans les romans. Et puis après, il y a le contraste, il y a la surprise. Hein? Alors, est-ce qu'il avait vraiment envie de se suicider? C'est ça le problème. Ben, peut-être. David, assis sur le bord de la scène, entre deux spots. Golden Boy. C'est l'expression favorite de Gladys. J'y ai droit une fois par semaine, au moins, entre la poire et le fromage. Alors je m'enfonce dans la lecture du journal et on ne répond pas. Promis, un brillant avenir. Licencié en droit, en criminologie, en sciences économiques. Séjour de 2 ans à Harvard. C'est là que j'ai rencontré Gladys. Elle terminait sa 5e année de psy. Quelques mois plus tard, mon retour en Belgique, elle m'épousait. Enfin, elle épousait mes diplômes, c'est ce que prétend ma mère. Moi, je n'ai aucun avis sur la question. Alors voilà, donc en réalité, il ne veut pas devenir Golden Boy. Hein, il est déjà assez avancé dans la hiérarchie bancaire, mais il ne veut pas devenir directeur général, comme sa femme le lui demande. Alors il se rend chez une péripatéticienne, c'est-à-dire une femme de mœurs un peu légères. Il a déjà rencontré autrefois, mais cette fois-ci, c'est pas pour se déshabiller, mais c'est pour écouter ce qu'elle va dire. Vous ne croyez pas que c'est un psy ou un curé dont vous auriez besoin? C'est fait. Le psychiatre m'a conseillé de divorcer, le curé m'a promis de prier pour moi. Le conseil du premier n'est peut-être pas dépourvu de bon sens. Il est surtout intéressé, le docteur Ralph Staney est amoureux de ma femme. Il vous l'a dit? Ses regards et l'amour gourmand de ses lèvres sont éloquents. Et vous, que me conseillez-vous? De changer de boulot et de changer de femme. Rien de moins. Ben, si vous ne changez pas de femme, vous ne pourrez pas changer de boulot. C'est possible. C'est certain. Elle veut que vous soyez l'homme qu'elle pourrait aimer. Un cadre supérieur, un golden boy, comme on les appelle aux States. C'est ce que vous souhaitez devenir? Non, jamais. Alors envoyez tout promener. J'ai une fille qui aurait comme père un golden boy mal dans sa peau. Ce ne serait pas confortable pour elle. Ah, vous auriez fait une psychologue fort acceptable, mademoiselle Lisa. Celle-ci se fait aguichante. J'y songerai quand mes instruments de travail seront usés. Je vais réfléchir à tout ce que vous avez dit.
Lisa offre généreusement les trésors de son corsage. Vous ne voulez pas un petit supplément? J'ai des scrupules à gagner du pognon trop facilement. Rangez vos instruments de travail et vos scrupules. J'aurais payé plus de 5000 francs pour quelques consultations chez une psy qui m'aurait raconté sa vie et qui ne serait certainement pas aussi séduisant que vous. Lisa sourit, ça pourrait être gratuit. Comment ça? Votre femme, elle est psy. Ce serait bien la dernière à qui j'irais me confier. Elle me ferait payer autrement. Alors donc, il va abandonner son boulot et sa femme, et il va se retrouver chez le preneur de son qu'il a rencontré lors de la séance de publicité. Alors ce personnage, évidemment, est très particulier. Il a été mis au chômage à 45 ans et il s'est reconverti dans le travail au noir. Alors vous allez voir son intérieur, ça dit tout. Une salle de séjour dans un appartement de standing aménagé avec des meubles hétéroclites. Au fond à droite, une petite armoire contenant des verres et des tasses. Au-dessus, un tableau magnétique localisant les ouvriers en dépannage, avec en abscisse le nom des 3 dépanneurs, Louis, Albert, Max, et en ordonnée les heures de travail, de 19h à 6h du matin. Au verso du tableau, une photo de Marilyn Monroe. À droite, un plan de Bruxelles et un poster Lévis avec possibilité de glissement vertical de la partie supérieure sur la partie inférieure, dévoilant un bar servant aussi de coffre. Devant l'armoire, une table escamotable en bureau avec fichiers clients, facturiers, téléphone et catalogue de pièces détachées. Siège pivotant, divan transformable en lit, camouflant du matériel de dépannage. Voilà. Il est au téléphone. Louis, tu es toujours au 24 rue de la Barbançonne? Oui, un appel de la rue du Noyer. Numéro 16. Oui, c'est bouché. Brouille-toi, ça déborde. La cliente a été obligée de se réfugier sur la machine à laver. Je blague, un pauvre idiot. Tu ne t'y habitueras jamais. Voilà. Alors le personnage campé. Et toute l'aventure est là, va continuer. Mais il y a une surprise qui attend David et François. Deuxième sonnerie. Il prend le cornet du parlophone et d'une voix sépulcrale. Le 16 rue du Noyer, 3e à droite. Quelques secondes plus tard, des coups frappés à la porte, le tir de sa torpeur, il va ouvrir. Apparaît une femme sans âge, terne, avec un regard aigu au-dessus de lunettes démodées. Vous êtes François Tapinet? David regarde lui, main tendue. Non, David Bolland, enchanté, asseyez-vous. Félicienne Chamoiseau, je quitte à l'instant un dépanneur dont le patron habite ici. Il s'assied sur le divan. François ouvrait la porte pour ébaucher l'eau qui avait envahi le living. Oui, il faut dire que David avait pris une douche, un bain plus exactement, et tout avait débordé, donc c'est vraiment une catastrophe. Il grommelle. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous, hein? Il aperçoit Félicienne. Qu'est-ce que vous fabriquez chez moi? C'est ce monsieur qui... je vous avais pourtant bien dit de ne toucher à rien. David, dans les nuages, j'ai pas touché à... Il désigne Félicienne. On n'entre pas chez moi sans le mot de passe. Et pourquoi, demande Félicienne? Vous êtes dans les services secrets? Non? Chômeur. Mais je dois prendre certaines précautions, vous comprenez? Non. Quelle précaution? Il s'assied à côté d'elle à un mouvement de recul. Je vous raconterai tout ça, moi. Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Qui êtes-vous? C'est le 16 rue du Noyer, dit David. Félicienne Chamoiseau, inspectrice du travail.
voyez, la morale est sauve. Hein, le méchant est puni. Là, ça va continuer comme ça, l'aventure va continuer entre David et François, avec des hauts et des bas, toujours dans l'humour et dans la gentillesse. Voilà, je n'irai pas plus loin pour ne pas que vous sachiez tout sans lire le livre. Et je passe au deuxième, que je considère comme le roman le plus original que j'ai écrit, et qui s'appelle « Le singe qui descendait de l'homme ». Oui, là, je suis un petit peu opposé à Darwin, qui lui disait que l'homme descendait du singe. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai intitulé ça « Conte d'au-delà ». En réalité, Dieu est mécontent des hommes, parce qu'il trafique les gènes et les chromosomes. Et il vise à l'éternité et à la perfection. Or, un seul être est parfait et éternel, c'est Dieu. Donc, il ne veut plus de l'homme comme chef de sa création. Il va réunir son Parlement avec Pierre, Saint-Pierre, le portier. Convoque mon Parlement, étendard. Et pourquoi grand? Il se plaint de n'être qu'un Parlement croupion. Il veut faire autre chose que hocher la tête pour ratifier vos décisions. En fait, il trouve que votre pouvoir est trop vertical, il demande un RIP. Qu'est-ce que c'est un RIP? Référendum populaire immédiat. Contestation de toutes parts, je suis fatigué. L'usure du pouvoir, même Dieu n'y échappe pas. À peine 32% d'opinion favorable, vous êtes en chute libre. Pas mieux que le président français en 2020. Celui qui trône à ma gauche vous rattrape. Dans les coulisses, il se chuchote que votre gouvernement est réactionnaire. Uniquement des saints, des apôtres et des patriarches. Mathusalem, par exemple, que vient-il faire au Parlement? Il a vécu 969 ans, il a de l'expérience. Il radote. Pourquoi ne pas infuser du sang nouveau comme Karl Marx ou Serge Gainsbourg, par exemple? Il faut me comprendre, ils sortent à peine du purgatoire. Conseillez-moi. Alors ils vont rechercher parmi les animaux ceux qui pourraient convenir pour remplacer l'homme à la tête de la création, mais ils sont d'accord sur rien du tout. Et finalement, ils font appel à Marie, la mère de Dieu. Et celle-ci a une idée géniale. Et là, les dames vont se réjouir, parce qu'elle leur dit pourquoi pas la femme. Et tout le monde est d'accord, même les hommes. Et une expédition va commencer avec comme but, il suffit de regarder le titre. Hein. Alors, je vais vous lire la fin, parce que ça introduit bien le deuxième roman qui est L'œil de Dieu. À la fin, donc, Marie, je suggère, mon fils, qu'au lieu de réduire les cerveaux mâles, vous accroissiez dans leur cœur un sentiment qui leur manque singulièrement. Je devine votre pensée, ma mère, dit Dieu. Qu'est-ce que c'est, demande naïvement Barnabé. L'amour, dit Marie. Ouais, dit Dieu, qui veut avoir le mot de la fin. Ça, c'est une autre histoire. Page d'en face, pour cette autre histoire, il vous suffit de tourner la page. L'œil de Dieu. Je vais vous lire le début pour vous mettre en forme. C'est une description de l'enfer. Vous verrez qu'après, vous allez cultiver la vertu. L'antichambre de l'enfer, tenture noire, flambeau au mur dispensant un peu de lumière mais aucune chaleur. Une gigantesque porte entrebâillée donnant sur un immense amphithéâtre fourmillant de damnés nus, hagards, errants, aveugles et sourds dans l'enceinte.
rabattu vers le centre par des diables maniant fouet et verge qui s'abattent sur le dos et la tête des damnés. Au fond de l'antichambre, un grand four autour duquel la trinité maléfique, Lucifer le Père, Lilith la Mère et Satan le Fils, se chauffent les crocs en grelottant. L'ombre de diablotins cornus fourchus se profile sur les flammes de l'âtre. Ils se tiennent prêts à exécuter les ordres éventuels de leur maître. Lucifer arbore une paire de cornes cirées au nuget et des ailes de vampire. Il a la laideur du péché et se lisse la barbe. Il prend la parole. Hein? Quand on attend ça, on a des envies de vertu, non? Alors, l'œil de Dieu, ça sera de nouveau une expédition. Une expédition dirigée par l'abbé Pierre, qui est un bienfaiteur français, et Mère Teresa. Donc ce sont les deux personnages principaux de l'œil de Dieu. Et ils vont descendre sur terre pour contrer les mauvaises intentions de Satan, qui lui aussi va descendre sur terre avec 3 génocidaires, Mao Zedong, vous comprenez Mao Zedong, Stalin et Himmler ou Hitler, au choix. De toute façon, c'est celui qui est responsable des exécutions des Juifs à Auschwitz. Et il veut faire un peu la même chose. C'est pour ça qu'il y a un clin d'œil à la pandémie actuelle. Il me reste le 4e, qui est une pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui a une histoire. Ça s'appelle La cour de récré. C'est une pièce que j'ai écrite voilà 3 ans et que je voulais faire jouer dans les écoles. Et pour cela, j'avais ouvert une école de théâtre. Une école de théâtre à 4 bornes, à la mairie. Et monsieur le ministre en est conscient parce qu'il a assisté lui-même à une répétition. Et malheureusement, donc les comédiens n'étaient pas suffisamment présents et j'ai dû abandonner après 3 mois. Mais c'est resté dans un coin de mon cerveau et j'ai envoyé une lettre à la ministre de l'Éducation nationale en espérant qu'elle soit sensible à ma demande. Alors, deux grands personnages de théâtre, un homme et une femme, vont vous interpréter une scène de la cour de récré que je devais faire jouer, ça j'ai oublié de le dire, avec la salle des profs. La cour de récré étant le point de vue d'élèves de 16 ans sur l'école, et la salle des profs étant le point de vue de 6 instituteurs sur l'enseignement. Donc c'était un beau programme, malheureusement inachevé pour l'instant. Alors je laisse la parole à mes 2 grands comédiens. Mon épouse et moi, nous avons accepté d'essayer de jouer. Bon, on n'a pas eu le temps de répéter. Mon épouse a le tract, mais pour faire plaisir à Michel, qu'elle adore, elle a accepté de jouer le jeu cet après-midi. Le titre de cette scène s'appelle Le baiser. Alors, sur scène, c'est Solène et Jonathan sont face à face, près de s'embrasser. Alors, voilà la suite. Bonsoir à tous. Pas comme ça, Jonathan. Nez contre nez. Comment veux-tu qu'on s'embrasse? Allez, toi tu prends à droite et moi à gauche. Tu t'es brossé les dents au moins? Naturellement. Pousse un peu ton haleine que je sens. Bof, il faudra changer de dentifrice. Allez, on recommence. On ne risque pas d'avoir un boutard? Non, ma mère m'a expliqué, ça se passe plus bas.
Et pour ça, on est encore trop jeune. Commençons par le baiser. On va mélanger nos salives. C'est dégueulasse. T'es un mec compliqué. Non, je suis juste un bleu en amour. J'y connais rien et ça me fait peur. Enfin, tu as déjà vu des baisers de stars de cinéma? Oui, Alors, tu fais pareil. je ne le sens pas, Solène. Est-ce que tu m'aimes, Jonathan? Mon pouls s'accélère quand je te vois. Ce n'est pas une preuve, ça. Moi, c'est pareil. Est-ce que ton pouls va encore s'accélérer si je ne t'embrasse pas? Qu'est-ce que tu crois? J'espère que oui. Il faut que je réfléchisse. Pas trop longtemps quand même. Bien sûr, je t'aimerai encore, petit voyou. Jure-le. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Et c'est qui? Ben, toi, idiot.